Est-ce que nous avons connu des années dures après notre retour? Et nous ne pouvions en parler. Nous étions traumatisés par ces 2 années de souffrance. Nous ne pouvions en parler. Et si de temps en temps l'on s'y risquait, les gens semblaient mettre en doute ce que l'on racontait. Ça nous vexait au plus haut point. L'on se taisait. Mais en ce qui me concerne, avec l'apparition des négationnistes, avec ceux qui ont osé dire que tout cela n'a pas existé, alors là, mon sang ne fit qu'un tour. Il fallait absolument que je rencontre des jeunes, des élèves, pour ne pas laisser dire n'importe quoi. Cependant, j'étais très timide, vous savez, à l'époque, mais il me fallait absolument intervenir. J'ai donc commencé à témoigner, peu au début. Vous savez, c'est pas facile de toujours témoigner, toujours se remémorer ce passé que l'on peut oublier, certes, mais on voudrait faire une petite pause. Mon mari me disait toujours « Arrête, tu te fais du mal, arrête un peu ». Je lui disais « Tu as raison ». Mais dès qu'il y a une demande, je réponds toujours présent. Pour moi, il est indispensable d'intervenir partout où l'on me sollicite. Parce qu'il faut à tout prix que les enfants vous compreniez qu'il n'y a rien de pire que la guerre, tous ces morts inutiles. Pour cela, il faut que vous ayez le courage de ne pas laisser dire n'importe quoi, le courage de rétablir la vérité. Il faut aussi, les enfants, qu'à tout prix, vous combattiez le racisme. Le racisme est un fléau à notre époque. Il faut combattre également l'antisémitisme qui malheureusement perdure, combattre la xénophobie, la haine de l'étranger. Il faut que vous soyez tolérants, que vous vous acceptiez les uns les autres avec vos différences. Ces différences ne font que vous enrichir. Vous savez, parfois je vais témoigner dans des endroits très mélangés. Je dis toujours aux élèves, les enfants, que l'on soit noir ou blanc, que l'on soit juif, catholique ou musulman, n'est-on pas avant tout des êtres humains? Nous sommes tous faits de la même façon. Nous devons nous supporter avec nos différences. Ces différences, comme je vous le disais, nous enrichissent. Vous êtes la France de demain, les enfants. Bientôt, il n'y aura plus un seul déporté. C'est vous qui aurez à transmettre. Et je compte sur vous. J'ai foi, moi, dans les jeunes. Parfois, il y a des adultes qui disent « Les jeunes de maintenant sont impossibles, sont ceci, cela. » Moi, je dis « C'est pas vrai, les jeunes de maintenant sont formidables. Moi, j'adore les jeunes. C'est vous m'aider à tenir, à témoigner sans fin, par votre intérêt, par vos beaux sourires, par vos lettres merveilleuses. Vous savez, vous me donnez des forces. Vous savez vous exprimer, vous avez beaucoup de sensibilité. Je reçois des lettres épatantes d'élèves qui sont si importantes pour moi. Je vais vous en résumer 2 qui m'ont particulièrement touchée. La première était une jeune fille de terminale qui m'écrivait une bien belle lettre, mais elle commençait par me dire « Madame Léniel, j'avais pas envie de venir vous écouter. C'est mon prof qui m'y a obligé. Parce que vous comprenez, j'ai beaucoup souffert, ainsi que ma famille. Nous sommes des Palestiniens. » Mais maintenant que je vous ai entendu, je me rends compte à quel point vous-même avez tant souffert. Vous avez perdu votre papa dans les camps de concentration. Et cependant, il n'y a jamais de haine dans vos paroles. Vous ne parlez que d'amour, de paix
l'errance, comme c'est beau. Et elle terminait en écrivant « J'aimerais, madame, pouvoir un jour vous ressembler. » Vous ne trouvez pas que c'est une lettre merveilleuse? Ça m'a fait un bien fou. La seconde, également très belle, c'est un petit collégien, un petit maghrébin qui m'a fait une lettre adorable, truffée de fautes d'orthographe. Et j'ai dit, je ne fais pas attention aux fautes, moi. Ce qui compte, c'est votre ressenti. Et il m'écrivait, bravo, Madame Léniel, j'ai tout compris. Dès ce soir, j'en parlerai dans ma famille. Plus tard, j'en parlerai à mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. Je me suis dit, c'est beau, il voit loin ce petit. Et il terminait en écrivant, Mohamed, votre plus grand fan. Et j'ai trouvé ça bien joli également. Au fait, les enfants, si vous aviez envie de m'écrire, ne vous gênez surtout pas. Vous me feriez le plus grand plaisir. Vous donneriez vos lettres à vos enseignants qui me les feraient parvenir. Merci à l'avance pour ceux qui le feront. Voilà, j'ai presque terminé mon témoignage. Et vous voyez, à l'âge de... Au fait, avez-vous une idée de mon âge? Je vous ai mis sur la voie. Je vous ai dit qu'en 1943, je venais tout juste d'avoir 11 ans. Quel âge ai-je aujourd'hui? 87 ans. Vous voyez, les 80... Je ne suis plus toute jeune, mais j'ai la cœur d'être parmi vous. Et vous voyez, les enfants, je tiens toujours à témoigner debout, toujours, avec bien du rouge à lèvres. C'est ma dignité à moi. Maintenant, je voudrais vous parler, si cela vous intéresse en quelques mots, de la petite Stella dont je vous parlais au début. Voulez-vous savoir ce qu'est devenue Stella? Merci. Eh bien, la petite Stella, c'est celle que j'ai rencontrée pour la première fois dans la prison Saint-Gilles à Bruxelles. Celle dont la maman était tellement mal en point. Vous savez, Stella a suivi notre parcours, mais elle n'était pas dans mon blog. Ce n'est qu'après-guerre, comme beaucoup de déportés, nous nous rendions dans des camps de concentration en compagnie d'élèves et d'enseignants. Et c'est ainsi qu'un jour, j'ai retrouvé Stella à Ravensbrück qui m'a expliqué son parcours. Donc Stella et sa maman sont arrivées à Malines, puis à Ravensbrück. À Ravensbrück, la maman, vraiment trop mal en point, est décédée très rapidement. Elle avait la tuberculose. Cette toute petite fille est restée seule dans le camp, comme ça devait être dur pour elle. Je dis toujours aux élèves, la déportation est commune à tous les déportés, mais chaque itinéraire est différent. Nous, à la fin, avons été menés à Bergen-Belsen. Stella, elle est restée jusqu'au bout à Ravensbrück. Ravensbrück a été libérée par les Russes. Au moment de la libération, cette toute petite fille était perdue, ne savait où aller. Quelle coïncidence! C'est une déportée russe qui l'a prise par la main, l'a emmenée en Russie. Cet enfant qui ne parlait que le français s'est retrouvé dans un pays étranger avec une langue qu'elle ne maîtrisait pas, comme ça devait être dur pour elle. On l'a mise dans un orphelinat. Au bout de quelques années, elle maîtrisait parfaitement la langue. Et en grandissant, la dame qui l'avait sauvée a fini par l'adopter. Cette dame, bien plus âgée, avait 2 grands-enfants, garçons et filles. Et une belle histoire d'amour a suivi. Le fils de cette dame et Stella se sont épris l'un de l'autre, se sont fiancés. Entre-temps, le papa de Stella, qui était à Buchenwald avec le mien, lui
a eu la chance de rentrer. Aussitôt, il s'est enquis de sa famille. Il a bien vite appris que sa pauvre épouse était décédée. Mais quand il a su que Stella se trouvait en Russie, il s'est dit « je vais aller la chercher ». Et je trouve son histoire touchante, navrante, parce que le père et la fille ne pouvaient plus communiquer entre eux. Stella avait complètement oublié le français, ne parlait que le russe. Le papa que français, il fallait un interprète pour la moindre parole échangée. Et Stella, à l'époque étant déjà fiancée, n'a pas souhaité quitter la Russie. Stella vit encore. Je lui téléphone souvent. Elle habite à Saint-Pétersbourg. Au début, elle me disait toujours « Ah, ma sœur, nous sommes des sœurs de camp de concentration. Ma sœur, comme j'aimerais venir en France témoigner avec toi. » J'en parlais partout où je passais, mais ce n'était pas facile à l'époque de faire venir quelqu'un de Russie. Il y avait tant de paperasseries, de tracasseries. Ça n'avait pu se réaliser jusqu'à il y a 3 ans. Il y a 3 ans, Stella est venue en France. Nous avons témoigné ensemble comme elle était heureuse. Les élèves également. À présent, Stella ne souhaite plus qu'une seule chose, c'est d'y revenir en France. Voilà l'histoire de Stella.